Bonjour Marie. Bonjour Marion. Eh ben, écoute, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast de la communauté. Donc, tu es donc Marie Délinger. Tu es consultante en communication scientifique et tu travailles spécialement dans le domaine de la cosmétique et tu travailles avec différentes marques comme Dr Pierre Eco et aussi tu as travaillé avec la FEBA sur les textes pour l'application Claire. C'est ça. Alors, aujourd'hui, je suis vraiment ravie de t'accueillir pour parler avec toi de la communication scientifique et comment innover justement sur sa communication scientifique. Et tu vas nous révéler tes trois pépites. Tout à fait. Alors, en fait, la communication, c'est un grand sujet parce que il y a un vrai manque, je pense, de connaissance du consommateur du fait que la cosmétique, c'est de la science appliquée. C'est même des sciences appliquées. Et donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment remettre en avant. Et il y a énormément de désinformations qui circulent, ce qui est un peu, ce qui pose d'autres problèmes, j'en reparlerai après. Mais il y a vraiment une communication à retrouver, c'est-à-dire juste et scientifique, parce que je vois passer beaucoup de choses où des contenus qui sont en fait des contenus très techniques sur les ingrédients, etc., qui sont écrits par des gens qui en fait n'y connaissent rien, voire n'ont pas du tout de culture scientifique et ça se sent. Et c'est un petit peu dommage parce que ça met pas en valeur en fait le savoir-faire et la technique qu'on a dans notre industrie. Et je pense qu'il y a un vrai besoin maintenant d'éduquer le consommateur qui est demandeur. Moi, c'est surtout ça que je vois sur mes réseaux sociaux quand j'interagis avec les gens. Les gens sont vraiment demandeurs de comprendre. Je pense que c'est un peu un phénomène global avec voilà l'impact de la pandémie. On sent que les gens, par définition, de toute façon, les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Et il faut dire ce qui est en ce moment, la communication en cosmétique, il y a énormément, je trouve, de ce que j'appelle le marketing de la peur, c'est-à-dire de faire peur aux gens pour vendre ses produits en disant voilà, ces ingrédients-là sont toxiques pour vous, nous, on n'en met pas, achetez nos produits. Donc ça, c'est quand même une communication qui est extrêmement problématique et qui est très anxiogène pour les gens et qui, comme la cosmétique étant voilà, des sciences appliquées, de la chimie, de la physique et bien d'autres sciences, les gens ont l'impression de comprendre que c'est très simple, mais en fait, c'est très compliqué. Et une liste d'ingrédients, c'est hyper complexe à lire pour un consommateur qui n'a pas l'habitude. Ça lui paraît pas très facilement compréhensible. Et c'est vrai que c'est à nous, en fait, c'est à nous, l'industrie, justement, de leur faciliter cette compréhension-là. Alors, Euh, comment on pourrait faciliter justement cette compréhension-là? alors, il y a un vrai travail justement d'éducation et alors c'est ce qu'on appelle, c'est le terme qui est un peu galvaudé. Il y a certains termes qui sont très galvaudés en entreprise, c'est la bienveillance et le terme qui est très galvaudé en cosmétique, c'est la transparence. Ça, j'adore. Parce qu'en fait, pour beaucoup de marques, la transparence, c'est une blacklist en fait. C'est dire oui, on n'a pas mis ça, ça et ça. La vraie transparence, c'est absolument pas ça. La vraie transparence, c'est de dire on a fait ça, ça marche, on a fait ça marche pas, donc on essaye autre chose. Je pense que les gens sont prêts à entendre que, bah, quand on essaye des trucs, des fois ça marche pas, mais qu'on essaye. Il faut sortir, je pense, de cette binarité du blanc ou noir. Les marques en cosmétique ont tendance à vouloir communiquer quand tout est parfait. Il faut arrêter. Parce que tant que c'est pas parfait, on communique pas. Donc, les consommateurs savent pas qu'on fait des choses. Et ils ont Donc, ils l'impression ont qu'il n'y a rien. peur. Et donc, c'est un cercle vicieux parce qu'ils ont peur et qu'ils ne veulent pas Voilà, aller acheter le produit. c'est ça. C'est ça. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment quelque chose que je vois au quotidien sur mes réseaux sociaux. Du moment où on explique aux gens à quoi servent certains ingrédients, pourquoi on les met, pourquoi c'est pas si simple, de remettre de la nuance, en fait, les gens sont tout à fait aptes à l'entendre et à comprendre. Et il y a aussi voilà, ce côté-là qui est très rassurant. Je pense que les marques qui rassurent leurs consommateurs en leur expliquant les choses, c'est une vraie plus-value et c'est à mon avis les marques qui vont sortir leur épingle du jeu dans le futur proche en fait. Mhm. Donc, c'est communiquer de façon juste et scientifique en disant la vérité simplement pour rassurer. Voilà, c'est ça. Et ça ne veut pas dire en fait diaboliser les ingrédients qu'on ne veut pas utiliser, ce genre de choses, parce que en faisant ça, c'est vraiment ça le marketing de la peur. Quand vous faites peur aux consommateurs pour vendre votre produit, c'est du marketing de la peur. Moi, c'est ce que j'appelle le côté obscur du marketing émotionnel. Alors, c'est très efficace,
Par contre, à un moment, je pense qu'il faut aussi se poser la question de la responsabilité de ce qu'on fait. Voilà. Ah, je suis d'accord. Mais ça fait quand même un petit bout de temps qu'il y a les 100, 100, 100, 100. Ça fait quand même longtemps qu'il y a ce marketing de la peur aussi et cette communication. Tout à fait, qui, rappelons-le, normalement est interdite par le règlement cosmétique et le règlement des critères communs. Mais bon, voilà. Non, c'est un vrai problème. Et c'est pour ça que ça a ancré dans la tête des consommateurs des peurs de certains ingrédients, par exemple les conservateurs. Et là, on voit maintenant que le vrai challenge en formulation, c'est pas tellement de faire une super formule hyper sensorielle, truc, tout ça, des actifs efficaces, c'est le système conservateur. Et que des fois, ça peut être 30 essais sur une formule pour avoir le système conservateur qui est efficace et qui déstabilise pas la formule. Et qui soit de bonne tolérabilité, enfin, qui soit aussi pas de problème de tolérance, qui ne pose pas de Voilà. problème de tolérance. Ah oui, c'est ça. Ça devient une vraie problématique de formulation. Et je trouve que du coup, on oublie le besoin du consommateur finalement, parce qu'on va être tellement focalisé sur, alors, soyons très clairs, on va être focalisé sur formuler appli friendly, sans ingrédients controversés, etc. Mais du coup, on perd de la sensorialité, on perd parfois voilà, de la texture, parfois de l'efficacité, faut dire ce qui est. Et je pense qu'au bout d'un moment, les consommateurs vont venir nous demander des comptes en nous disant, bah, en fait, vos produits, ils ne sont pas agréables à utiliser, ils ne marchent pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Oui, oui, oui. Ouais, c'est toujours un petit peu. On est tiraillé quand on développe des produits cosmétiques. Ah, mais je pense, moi, en ce moment, j'ai toujours une pensée émue pour les formulateurs parce que je pense qu'en ce moment, c'est un métier extrêmement compliqué. Oui, Voilà, il y beaucoup de données pour justement sortir un produit qui puisse répondre à un besoin consommateur et qui soit safe, quoi. c'est ça. Et moi, je vois pour en discuter de temps en temps avec justement, soit des directeurs de labos, etc. Ils me disent, des fois, les gens, ils nous amènent des blacklists hallucinantes et on leur dit, bah, on ne peut pas faire le produit, en fait. Ce que vous voulez enlever, on en a besoin dans le produit, on ne peut pas faire autrement. Et c'est pour ça que voilà, ça, c'est ce genre de choses, je pense qu'il faut communiquer au consommateur. Lui expliquer que c'est des injonctions contradictoires qu'ils envoient aux marques et les gens ne se rendent pas compte. Et je pense qu'à partir du moment où on leur dit, bah, écoutez, dans ce produit-là, on ne peut pas se passer de conservateur parce qu'il y a de l'eau, parce que machin, et c'est pour votre sécurité, ça c'est important de le rappeler parce que beaucoup de consos en fait, n'appréhendent pas la réglementation cosmétique, ils ne savent même pas qu'elle existe et ils ne se rendent pas compte que en fait, nous tous dans l'industrie, notre job premier, c'est de mettre sur le marché des produits qui sont sûrs pour eux. C'est la condition de base pour sortir un produit. C'est même pas qu'il soit efficace, sensoriel, tout ce qu'on veut, c'est qu'il soit sûr. Et ça, c'est quelque chose, les consommateurs ne le savent pas. Et du coup, c'est quelque chose, c'est des choses, je pense, qu'il faut vraiment remettre en avant. Voilà, il y a le savoir-faire, on l'a. Par contre, on n'est pas super bon sur le faire savoir, comme on dit. Mais justement, il y a tout un champ des possibles et de manière positive pour Tout pouvoir à fait. parler Oui, de la voilà, oui. santé publique. Voilà, parce que c'est bien, parce que ça fait beaucoup, tout le marketing de la peur, en fait, c'est de la communication négative. Et moi, j'appelle ça aussi le marketing du vide. C'est-à-dire que les marques qui communiquent sur ce qu'il n'y a pas dans leurs produits, je leur dis, mais en fait, il y a quoi dedans? Et souvent, quand on voit certains positionnements marketing où les marques, au final, le produit passe derrière ce qu'il n'y a pas dedans. Mm. C'est assez symptomatique, je trouve. Et je suis là, mais bah oui, mais c'est sympa, mais votre produit, il fait quoi? C'est quoi l'efficacité? C'est quoi les ingrédients stars, les actifs? Et du coup, tu vois, c'est vraiment ce côté sang qui s'est mis, qui est un peu Ouais, c'est vrai. qui est mis en avant en principal argument marketing. Alors après, c'est pour ça que tu as certaines allégations sang qui sont autorisées, par exemple les sans alcool ou sans parfum pour les peaux sensibles, parce Oui. que c'est une information supplémentaire qui aide au choix du produit. Mais ça ne doit absolument pas devenir l'argument marketing principal. Ouais, je suis C'est un d'accord. peu ça le problème. Moi, quand je vois des marques sur leur page de vente de produits, tu vois le produit, le nom du produit, la note Yuka, il y a quand même, il y a quand même un problème. Il y a quand même un problème. Ouais, c'est clair. Donc, revoir cette communication plutôt positive, au contraire, et de dire ce qu'il y a dedans vraiment pour le bien du consommateur et le rassurer pour communiquer sur ses produits, sur ses produits et sur ses ingrédients. C'est ça. Et ensuite, ta Alors, en fait, deuxième. voilà, ça découle un petit peu. C'est aussi ne pas avoir peur d'aborder des sujets un peu complexes et compliqués.
parce que là, je disais, la communication, c'est souvent, enfin, ce que je remarque, c'est souvent en mode très binaire, c'est blanc ou c'est noir. En fait, je pense qu'il faut ramener de la nuance parce que les gens en ont besoin aussi. On le voit sur les communications, sur la pandémie, tu vois, c'est toujours très polarisé, très binaire. Et la vie, c'est, je dis toujours, moi, la vie, c'est gris, en fait. C'est pas blanc ou noir, c'est gris. Et je pense qu'il faut ramener de la nuance et il ne faut pas avoir peur de s'attaquer à ces sujets un peu touchy, un peu complexes, du style test sur animaux, etc. Parce que je vois, historiquement, je pense que les marques ont un peu de mal à y aller parce que oui, c'est très compliqué, c'est extrêmement compliqué, par exemple, d'aborder un sujet comme les tests sur animaux parce que réglementairement, déjà, c'est un sujet compliqué. Sauf que du coup, on est dans de la communication très binaire et que ça ne correspond pas à la réalité du terrain. Ce qui fait qu'on peut être challengé tout le temps par exemple, les associations de protection animale ou des consommateurs inquiets. Sauf qu'il faut y répondre, en fait, parce que si nous, on ne répond pas et qu'on n'explique pas, bah, c'est quelqu'un d'autre qui explique à notre place et ça va être justement les associations de protection animale, les ONG, etc., avec parfois voilà, une vérité qui est un petit peu déformée ou qui est un petit peu pliée pour, on va dire, correspondre plus à la communication de ces ONG ou ces assos. Et on se retrouve voilà, à avoir une perte de confiance et une perte de crédibilité. Moi, je vois très bien les consommateurs, ils sont persuadés que si on ne met pas non testé sur animaux sur le pack, ce qui est interdit, je le rappelle, puisque c'est contraire aux critères communs, en fait, ils sont persuadés qu'on teste. Ben, en fait, non. Sauf que comme on ne leur a pas expliqué justement ce principe d'interdiction des tests et que c'est quand même compliqué parce que oui, la Chine, oui, machin, et bien, ils sont persuadés qu'on teste. Moi, j'ai eu plein de réclamations clients à traiter avec ce sujet-là. Oui, vous ne marquez pas que, donc vous faites. Ben non. Mais parce qu'ils ne savent pas que le principe de base de la réglementation, c'est que les tests sont interdits et parce qu'on ne leur explique pas. On ne leur explique pas. Et je pense que il y a toujours une peur un peu comme ça d'être challengé, surtout par des consommateurs qui sont quand même, il faut dire ce qui est, de plus en plus éclairés, mais parfois mal éclairés. Mmh. Donc, il y a parfois beaucoup de choses à corriger, c'est un petit peu compliqué. Et après, il faut partir du principe qu'il y aura toujours une partie de cette population-là. Quoi qu'on dise, ils ne nous feront pas confiance et on ne les convaincra pas. C'est un petit peu comme les antivax. C'est pareil. En fait, ces gens-là, ça ne sert à rien de perdre son énergie à essayer de les convaincre. Ce qu'il faut convaincre, c'est toute la frange du milieu qui doute un petit peu, qui n'est pas sûre. Et c'est vraiment sur cette majorité de la population qu'on a une marge de manœuvre. Et en fait, je pense qu'à un moment, il faut y aller, il faut se colter au sujet compliqué. Il faut, voilà, tout en sachant qu'on va être challengé, qu'il y a des gens qui ne vont pas tout comprendre. Mais moi, je pars du principe, alors je vais être un petit peu cash, moi, je pars du principe qu'on ne peut pas traiter les gens de cons tant qu'on n'a pas essayé de leur expliquer un truc. Voilà, c'est-à-dire, je pense que je viens d'une famille de profs, ça doit venir de là. Mais je pense qu'il faut donner les informations aux gens de la façon la plus claire possible et s'assurer au maximum qu'ils comprennent. Et parfois, c'est pas évident. Moi, je vois sur mes réseaux sociaux, moi, je suis une scientifique pure et dure. Des fois, j'explique des trucs, je suis persuadée que c'est super logique. Et j'ai une abonnée qui me dit, tu sais, moi, je suis une littéraire et nous, la logique, c'est un peu notre talon d'Achille, donc j'avais pas tout compris. Voilà, mais en fait, il faut, je pense, voilà, aller dans ces sujets-là, pas avoir peur de, voilà, que ça challenge un petit peu, parce qu'en fait, bah, c'est l'échange qui est intéressant en même temps, j'ai envie de dire. Et aussi se remettre un petit peu en question et écouter les retours. Ouais, Parce que parfois, on a l'impression d'être très clair. C'est un peu le challenge. De toute façon, c'est tout le challenge de la communication scientifique dans tous les domaines. C'est que parfois, pour nous qui sommes dedans, ça paraît extrêmement clair, mais ça ne l'est pas pour la personne lambda. Donc, il oui, faut parce vraiment… que le consommateur n'a pas un bac plus 5 en sciences, quoi, entre Tout à guillemets. fait. Voilà. Le lambda, il a d'autres formations et d'autres diplômes, mais pas forcément spécialisé en cosmétique. Donc, en effet, comme tu dis, le fait de ne pas communiquer aussi, ça laisse la place à l'interprétation. Tout à fait. Bah, c'est ça. Et ça laisse la place et à l'interprétation et à la parole d'autres voilà, d'intervenants non qualifiés et qui parfois déforment les choses. Enfin, très clairement, je vais prendre un exemple. Le fait que les applis se soient développées autant, c'est parce qu'il y avait un besoin du consommateur qu'on lui explique des choses, de comprendre les choses que l'industrie n'a pas écouté. C'est un peu, c'est une de mes unpopular opinions favorites, c'est qu'en fait, les applis, on a mérité ce qui nous arrive. C'est-à-dire qu'il y avait un besoin, l'industrie a dit ah oui, enfin, après, voilà.
historiquement, on est quand même une industrie qui communiquait pas trop, voilà, on était dans il faut faire rêver, les gens veulent pas savoir comment ça marche, le côté, tu vois, un peu luxe, etc. Et ça maintenant, c'est fini, en fait. En tout cas, pour le marché français, c'est fini. Il faut leur expliquer ce qui se passe. Et là, voilà, typiquement, on n'a pas parlé parce que frilosité, parce que peur d'être challengé sur oui, mais pourquoi vous utilisez des silicones et machin et trucs. Et ben, il y a quelqu'un qui a parlé à notre place. Et résultat, maintenant, pour rattraper ce qui est ancré dans la tête des gens, c'est 10 fois plus de boulot. Ouais, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, il faut tout le temps communiquer. C'est ça. Moi, je suis vraiment partisane il faut communiquer, même si c'est pas parfait, même si c'est compliqué, tout en leur disant, voilà, on a fait ça, mais c'est plus complexe. Et enfin, je pense que vraiment, c'est ça la transparence en fait. La transparence, j'ai envie de dire, c'est un peu, ouais, ça va faire un peu bizarre comme terme, mais j'ai envie de dire, la transparence, au final, c'est la vulnérabilité. C'est le fait d'aller exposer le fait que ça n'est pas parfait. Et je pense que pour certaines marques, c'est extrêmement compliqué, on est d'accord. Mais je pense aussi que c'est ça qui fait que certaines petites marques indépendantes fonctionnent très bien. Parce qu'elles montrent voilà, leurs difficultés au jour le jour. Tu vois, il y a un accident fournisseur, il n'y a plus de matière première, et ben hop, elles l'expliquent sur leur compte Instagram aux consommateurs en disant bon ben voilà, on va avoir une rupture de stock. Tu vois, c'est des choses, ça demande beaucoup d'agilité par contre. Et donc c'est vrai que pour certains grands groupes, ça peut être un petit peu complexe à mettre en place, mais je pense que ça ne peut apporter que du positif. Ouais, ça demande du temps aussi, hein, parce que c'est Tout à fait. Ah bah ça demande, c'est un peu le problème actuellement, c'est que les stratégies, par exemple par rapport aux applis, c'est soit reformuler, soit éduquer. Je laisse deviner l'option qui demande le plus d'investissement de temps et d'argent et qui donc est régulièrement la moins choisie des options. Voilà. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est vrai. Et du coup, pour finir, Marie. Alors, moi, en fait, un de mes grands sujets enfin, qui me tient vraiment à cœur, c'est le fait que j'estime en cosmétique, on a aussi une responsabilité sociétale. C'est-à-dire que la cosmétique, c'est pas un univers déconnecté du reste, voilà, dans une bulle de verre où voilà, c'est paillettes, parfums et poudre ivre, tu vois. En fait, la cosmétique, on est impacté par les problématiques sociétales, par tout ce qui est biais culturel. Voilà, ne serait-ce qu'on voit l'impact de la pandémie sur les demandes des gens aussi. Et j'estime que ça va dans l'autre sens aussi. Ce qu'on fait en cosmétique a un impact sur les gens et sur la société. Et c'est pour ça que, je le disais tout à l'heure, tout ce qui est marketing de la peur, des informations, je trouve ça irresponsable en fait. Parce que ça crée un climat tellement anxiogène pour les gens. Je veux dire, c'est pas comme si on était au milieu d'une pandémie mondiale. Voilà. C'est pas la peine de faire flipper les gens en plus. Il y a d'autres moyens de vendre des cosmétiques que de faire peur aux gens pour qu'ils achètent tes produits. Et je pense que c'est une très mauvaise stratégie à long terme en plus, parce que voilà, les consos vont acheter là maintenant parce que oui, émotionnellement, ils sont ça leur a déclenché l'achat, mais je suis pas sûre que ce soit une très bonne façon de fidéliser ses clients. Et je pense que voilà, on a une responsabilité, on est une industrie de science. Moi, je le martèle et je le redis, et je pense que ça doit être mis en avant. Et il faut qu'on mette ça aussi en avant, ces expertises-là. C'est pas pour rien que les gens font du do-it-yourself maintenant, parce qu'ils sont persuadés que faire un produit cosmétique, c'est touiller 3 trucs dans sa cuisine, que l'industriel, c'est un gros mot, que la chimie, c'est un gros mot. Alors, industrie chimique, ouais, ça compte même pas. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à voilà, débunker de ce côté-là et à leur expliquer. Et je pense que ça fait partie, voilà, il faut voir un petit peu plus large que notre panier d'achat. Voilà, c'est un peu ça, c'est une position très personnelle, mais qui me tient vraiment à cœur. Moi qui, voilà, je vaccine les gens aussi, en plus de mon boulot de consultante. Et je pense qu'il y a un vrai problème de manque de culture scientifique en France. Et alors, dans l'idéal, ça serait bien qu'on participe à éduquer un peu les gens et donc à améliorer ça. Mais dans l'absolu, si on peut juste au moins éviter d'en rajouter et de rajouter dans la cacophonie, dans la cacophonie scientifique dans la tête des gens et dans la désinformation, ça serait déjà pas mal, j'ai envie de dire. Ouais, je suis d'accord avec toi, surtout qu'en plus, à la base, hein, quand même, les cosmétiques et les parfums, c'est fait pour faire rêver, entre guillemets. C'est Ça ça. fait du bien, ça nourrit aussi la personne. Et des études hein, qui montrent que ça Mhm. apporte du bien-être d'utiliser des produits Oui, cosmétiques. tout à fait. Si on part sur une image négative, alors que c'est
pour amener du bien-être, autant aller jusqu'au bout des choses et soyons positifs quoi, sur notre communication et sur comment amener du bien-être à nos consommateurs en fait. Tout à fait. Et enfin, c'est un peu, tu vois, l'exemple qui me vient un peu en tête, c'est la désinformation sur les solaires. Ça fait qu'en France, on est très mauvais sur l'observance des produits solaires finalement. Et je pense que c'est des choses qu'on risque de payer dans les 10, 20, 30 ans à venir avec peut-être des cas de cancer cutané qui vont augmenter. Donc, Ah, voilà, c'est pour ça que je dis que c'est des sujets au final très transverses et qui impactent voilà, plus que. Moi c'est un peu ce qui m'énerve quand je discute avec des marques que je challenge un peu sur leur communication, sur la désinformation d'ailleurs qui circule. On me dit ah, bah ça va, ce n'est que de la cosmétique. C'est pas comme si on disait qu'il ne faut pas se faire vacciner. Je dis bah si, moi je trouve ça aussi important. Ça me pose un problème aussi gros que la désinformation en cosmétique que dans tout autre secteur. Je vois pas pourquoi, parce qu'on est soi-disant une industrie du futile, ça serait pas problématique parce que effectivement, alors ce n'est que de l'esthétique, sauf que en fait la peau, c'est l'interface avec le monde extérieur. Donc ça génère, voilà, c'est de la représentation, c'est la façon dont on se présente au monde, c'est aussi la façon dont on s'intègre dans le monde, le confort. Moi qui ai une peau sensible, je peux te dire que quand ta peau elle est pas d'accord avec un truc, c'est pas très confortable hein, d'avoir les joues qui brûlent toute la journée. Tu vois, c'est même pas juste de l'esthétique, c'est juste du confort de base en fait. Et c'est bien pour ça qu'on dit être bien dans sa peau c'est ça. finalement. Mm, Et mm, c'est pour ça que ça, c'est un vrai truc qui me fâche très très fort, c'est ouvrez les guillemets, que de la cosmétique, fermez les guillemets. mm. Non, non, parce que comme on a dit depuis le début, c'est de la vraie science, Hein, justement, et qu'il faut communiquer dessus pour rassurer. c'est ça. Et qu'il y a un bien-être, en effet, on fait rêver et on amène du bien-être, mais c'est un confort, comme tu dis. C'est un vrai confort qu'on amène aussi. Ouais, Donc, tout à fait. mm. Non, c'est intéressant. Merci, Marie, du coup, pour cette communication très transparente et sincère, Oui. parce que voilà, il faut vraiment aller jusqu'au bout des choses. Et en Mm. effet, je pense que c'est important que les marques comprennent qu'il faut communiquer le plus possible pour rassurer et vraiment amener cette transparence, mais positive. Et C'est-à-dire qu'en fait, si on parle de transparence, faut pas que ce soit juste, comme je disais, un terme, euh, un terme galvaudé, couverture, comme la bienveillance en entreprise, tu vois. Il faut vraiment incarner cette transparence-là. mm, c'est clair. Et du coup, comment on fait pour te retrouver, Marie, si on va aller plus loin dans cette discussion? Alors, eh ben, on peut me retrouver sur mon compte LinkedIn. Donc voilà. Alors c'est facile, je suis généralement assez facile à repérer parce que je râle beaucoup. Donc généralement, les gens me retrouvent comme ça. Voilà. Et j'ai aussi un compte Instagram qui s'appelle Cosmetics Anatomy. Donc, c'est la version anglaise c'est Anatomie des cosmétiques en anglais. Voilà, où j'essaye, c'est un peu ma façon voilà, de participer, essayer de propager, débunker un peu la désinformation sur les réseaux sociaux et en tout cas au moins sur Instagram. Ok, bah super. Bah écoute, merci beaucoup, Marie, et puis je te dis en tout cas à très bientôt. Merci à toi Marion, à bientôt. Salut.